Hello, hello, bonjour à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Ouais, super, ok, top. Pour, euh, pour vous expliquer, on a donc Iris qui s'occupe de répondre à une partie des questions sur le chat et dans l'onglet questions. Donc n'hésitez pas à interagir sur la partie chat présentée ou quoi en attendant que le reste du monde arrive. Et si vous avez des questions pour moi, il y aura un onglet, donc il y a l'onglet questions pour poser, bonjour à tous, pour poser ces questions. Euh, Là, l'idée, c'est de vous présenter du coup ce que c'est que l'acquisition payante. Donc, c'est une introduction, on va dire, à l'acquisition payante, on va dire, pour les novices. Et l'idée, c'est que vous puissiez comprendre comment ça marche et de quoi c'est composé. Alors, euh, voilà, pour passer ça. Donc, j'ai commencé par me présenter. Du coup, moi, je m'appelle Arthur. Je suis lead paid acquisition donc chez Conto. Je suis responsable de l'acquisition payante, donc de la publicité en ligne. Et et je travaille chez Conto depuis maintenant 3 ans. Donc, j'ai eu la chance de voir Conto grandir de la petite start-up d'une quarantaine de personnes à ce qu'on est aujourd'hui, donc une entreprise de 350, 250, je sais plus, j'ai perdu. Je pense que Yaris pourra donner l'information dans le chat. Donc la première question qu'on va se poser sur l'acquisition, c'est finalement qu'est-ce que c'est? Donc qu'est-ce que l'acquisition? Ouais, donc n'hésitez pas à poser vos. Moi, je vais pas trop regarder le chat, je vais plutôt me mettre sur la partie questions. Je vais regarder le chat en fin de séance si vous voulez. Donc on est 300 chez Conto. Donc la première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que l'acquisition? Euh, donc l'acquisition, il y a une définition. Alors la définition est en anglais, mais je vais la traduire. Donc l'acquisition, c'est le process, donc le processus de persuader un consommateur d'acheter ou de s'inscrire à un bien ou un service. Donc ça paraît assez simple. L'acquisition, c'est composé de plein de choses, hein. Notamment deux, ce qu'on appelle l'acquisition donc gratuite d'un côté et de l'autre côté l'acquisition payante. Alors j'ai mis gratuite enfin free entre guillemets parce que c'est jamais vraiment gratuit. Comme vous pouvez imaginer, ça coûte toujours de l'argent, ne serait-ce que par les salaires ou par l'effort, c'est du temps qui est consacré, donc c'est pas totalement gratuit. Nous, on va se concentrer sur cette séance-là, sur la partie publicité. Donc la partie publicité, c'est la partie qui est encadrée ici en rouge, et on va revenir dessus. Donc c'est ce qu'on appelle la paid acquisition, acquisition payante, parce qu'on achète de la publicité enfin, en ligne. Donc voilà, on va regarder des exemples de publicité parce qu'il y a une grande variété de typologies de publicité. On a la première qui est assez connue, qui est ce qu'on appelle les social ads. Donc les social ads, c'est les publicités qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Donc là, vous avez des exemples de Facebook, Twitter ou encore Instagram. Mais il y a Snapchat et LinkedIn et plein d'autres réseaux sociaux qui proposent de faire de la publicité à l'intérieur même du coup des plateformes. Ensuite, une deuxième catégorie qu'on peut avoir, c'est ce qu'on appelle les display ads, donc les fameuses bannières qu'on retrouve un peu partout sur les sites. Donc là, c'est un exemple en Espagne où on a une pub Conto qui est apparue du coup. Mais à droite, donc ici, vous avez aussi une publicité. Alors, vous voyez pas ma souris, mais vous avez une publicité à droite, Snowflake, et à gauche, une autre publicité encore, donc de promo.com. Donc ça, c'est ce qu'on appelle donc des publicités display. Puis encore une autre catégorie donc que j'ai mis à part qui est la catégorie donc vidéo. Donc là c'est un exemple de YouTube, mais sur toutes les plateformes de vidéo vous retrouvez des publicités souvent en pré-roll. Donc c'est ce qu'on appelle pré-roll, c'est ce qu'il y a devant en fait une vidéo, avant une vidéo ou parfois pendant une vidéo si la vidéo est longue, vous allez être soumis à une publicité. Et donc ça aussi c'est de l'acquisition payante et ce qu'on appelle des vidéo ads. Si on essaye de résumer, il existe deux grandes catégories de pubs. Donc deux catégories de pubs. Alors, est-ce que c'est OK pour vous les formats? N'hésitez pas à poser des questions parce que du coup,
je vois pas tout, donc voilà. Posez vos questions si vous avez des questions et je répondrai au fur et à mesure. Donc, il existe en gros deux grandes catégories de publicité. Ce qu'on appelle d'un côté les pulls, donc de l'anglais tiré, et les push, donc qui sont poussés. La différence entre les deux, c'est que d'un côté, du coup, c'est quoi la meilleure idée? Utiliser des pubs vidéo YouTube ou Facebook? Alors, c'est une très bonne question. Ça va dépendre énormément de votre business. Donc, en fait, la bonne question qu'il faut se poser, c'est où est-ce que se trouve votre target, votre cible, vos personas, vos clients finalement. Donc, il y a un travail d'étude à faire sur les habitudes de ces clients pour savoir quel canal utiliser. Euh, voilà. Euh, donc du coup catégorie de pub, on a les pulls et les push. Pull, donc c'est quand on a une intention de la personne, donc qui va clairement émettre une volonté de souscrire à votre service. Donc si on prend l'exemple de Conto, quelqu'un qui est en recherche d'ouverture de compte, et les push, c'est quelqu'un qui est pas forcément dans une démarche de recherche au moment où il est exposé à une publicité, mais qui est potentiellement dans l'audience et qui va se voir donc du coup qui va voir une publicité. D'un côté, on va avoir quelqu'un qui va avoir une tendance à convertir, donc finalement acheter ce bien ou ce service beaucoup plus importante, et de l'autre un petit peu moins. Ce qui est intéressant, c'est que les coûts sont relativement différents. Donc on a des coûts forcément plus élevés sur le pull que sur le push, mais on a du coup une transformation qui est bien meilleure. Donc voilà deux exemples. Donc vous pouvez interagir. Donc ici par exemple, c'est une publicité qu'on appelle une publicité Gmail. Donc c'est sur votre navigateur, enfin votre boîte de réception Gmail. Vous avez un onglet promotion. Des fois vous pouvez voir des publicités. Ici, par exemple, c'est une publicité push parce qu'en fait, la personne n'est pas dans une démarche de recherche et reçoit cette publicité. Et c'est seulement du coup le targeting, donc le ciblage qui va déterminer l'affichage de cette publicité, et non pas une intention de la personne. Si on prend un deuxième exemple ici, c'est donc le moteur de recherche Google, où on tape compte professionnel en ligne, vous allez voir que les trois premiers résultats, donc vous avez écrit ads devant, donc c'est des résultats publicitaires, ce qu'on appelle du SEA, donc du search. Et ben là, dans ce cas-là, c'est plutôt une démarche pull où la personne est déjà dans une démarche de recherche, et donc du coup, on lui affiche une publicité qui correspond à sa demande. Euh, Concrètement, comment ça marche? Parce que effectivement, on voit ces publicités. Il y a pas mal de questions sur comment on achète et comment ça fonctionne. Donc du coup, euh, la plupart des publicités sont gérées, achetées et créées au sein de ce qu'on appelle des ads managers, donc des ads managers. Ici, par exemple, vous avez l'exemple de Facebook, donc l'Ads Manager de Facebook, hein, qui permet d'acheter de la publicité sur plusieurs plateformes. Donc là, j'ai mis Facebook, mais évidemment, vous avez aussi Instagram et Messenger qui appartiennent du coup à l'entité Facebook et sur lesquels on peut acheter de la publicité. Alors, je regarde juste les questions parce que je vois que ça pop. Bonjour Arthur, merci pour ce live. Quel format publicitaire utilisez-vous chez Conto pour de l'acquisition sur les réseaux sociaux? Alors, très bonne question, Jean-François. Nous, on achète beaucoup de publicités sur des réseaux sociaux. On achète sur LinkedIn, sur Snapchat et sur Facebook. Le principal, c'est Facebook. Et en termes de format, donc on a de la vidéo et de l'image généralement, et un petit peu de carrousel. Donc, je continue sur les Ads Managers. Donc, ici, on avait l'exemple de Facebook qui ressemble à ça. Donc, je suis désolé, je peux pas montrer la donnée, mais qui est un petit peu, comment dire, secrète, parce que forcément, c'est des stratégies d'investissement et de publicité. Mais à l'intérieur, vous allez retrouver l'ensemble de vos campagnes avec des metrics, donc de la mesure qui correspond en fait à ces campagnes. Si je continue, je prends l'exemple de Google. Donc Google Ads, c'est l'Ads Manager de Google qui permet d'acheter, donc comme on a vu tout à l'heure sur le résultat de recherche, de ce qu'on appelle du search, mais pas que. On peut acheter aussi de la publicité sur YouTube et sur Google Display Network, ainsi que sur Shopping et encore plein d'autres plateformes. Alors je regarde juste les questions parce que ça peut pas mal. Est-il possible d'obtenir cette présentation à la fin, s'il vous plaît? Je sais
pas si on peut obtenir cette présentation. On peut peut-être essayer de se débrouiller. Iris, tu as peut-être une réponse pour Aurélie. Et comment se former en acquisition? Ah, ça, c'est une très bonne question. C'est souvent en faisant. Et donc, ça rejoint la question de j'ai pas de budget, comment penser d'acquisition? Alors, l'acquisition payante sans budget, c'est très compliqué. Enfin, par définition, il faudra acheter de la publicité. Donc, l'idée, c'est pas forcément d'avoir un budget qui soit extrêmement important. Je pense qu'on peut, se former et en plus avoir des résultats avec un budget de 50 euros, 100 euros, 200 euros. Euh, L'idée, c'est un peu de tester. Donc, pour se former à l'acquisition, faut un peu s'y mettre. Il y a aussi beaucoup de documentation sur Internet, des blogs et des choses comme ça. Euh, je continue sur les Ads Manager. Donc, voilà à quoi ça ressemble celui de Google si vous l'avez jamais vu. Donc, on retrouve un petit peu la même forme que ce qu'il y avait sur les autres, sur les Facebook. Donc, on retrouve des campagnes, plein de comment dire, de KPI qu'on peut suivre au sein de ces plateformes. Ici, je vous montre celui de Bing, qui maintenant s'appelle Microsoft Advertising, anciennement Bing Ads. Alors sur Bing, on a l'impression qu'on va acheter que sur le moteur de recherche Bing, qui paraît souvent, enfin, qui est souvent un petit peu boudé parce qu'effectivement il y a moins de monde, mais il faut savoir que Bing, c'est le moteur qui fait tourner quasiment tous les moteurs. Enfin, c'est la plateforme de l'Ad Manager qui permet d'acheter sur quasiment tous les autres moteurs de recherche hors Google, donc ici Yahoo, Ecosia, mais également plein d'autres. Et ce qui est intéressant avec Bing, c'est qu'on a un bouton qui permet d'importer ces campagnes Google directement dans Bing. Donc, le travail n'est pas non plus extrêmement compliqué et on va toucher des gens qui sont juste pas touchables via Google. Donc, c'est toujours intéressant d'utiliser Microsoft Ads. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc, la plateforme a été refaite il n'y a pas très très longtemps. Elle est plutôt bien faite, contrairement à ce que ça pouvait. Enfin, c'était pas du tout le cas il y a encore quelques mois, mais ils ont vachement avancé. C'est plutôt plaisant. Donc, comme je disais, il existe plein d'ads managers. Je vais pas tous vous les montrer, que ce soit LinkedIn, Twitter, Snapchat, Pinterest, enfin, là où il y a de la publicité sur des grosses régies, il y a un ads manager quasiment à chaque fois. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur les ads managers avant qu'on passe sur les piliers de la publicité? Euh, donc, replay, alors tout ça, je pense qu'il y aura un replay. Ouais, je confirme, le replay sera disponible. Comment évaluer, analyser son ROI? C'est une très bonne question. On parle souvent de ROAS, on va parler un peu plus tard, donc je reviendrai sur la question tout à l'heure. Euh, Concernant les images versus vidéo au niveau des performances sur les réseaux sociaux, alors il n'y a pas de, alors il y a des guidelines, donc des aides, mais il n'y a pas de règles sur l'acquisition en général. Du coup, sur les formats, Jean-François. Euh, c'est vrai que c'est toujours plus intéressant d'utiliser dans ce qu'on appelle du haut de funnel de la vidéo et dans du bas de funnel plutôt de l'image. Parce qu'en réalité, tu t'essayes de transmettre un maximum d'informations à des gens qui ne te connaissent pas dans le haut de funnel et on va voir ce que c'est que le haut de funnel tout à l'heure. Et sur le bas de funnel, les gens te connaissent déjà, donc tu essayes d'être impactant. Donc nous, par exemple, chez nous, c'est plutôt de la vidéo en haut de funnel et plutôt de l'image en plus bas. Le taux de transformation sont-ils différents en fonction des ads managers, lequel a le meilleur rendement? Alors, c'est vrai que, enfin, effectivement, c'est complètement différent. Donc, comme on disait tout à l'heure, le pull versus le push va pas du tout avoir le même taux de transformation. Euh, il est vrai qu'il y a des canaux qui sont donc, en fait, il faut toujours se poser la question de qu'est-ce qu'on mesure et pourquoi on fait une publicité. Donc, effectivement, il y a des canaux qui vont avoir des taux de transformation sur des objectifs finaux moins intéressants. Donc typiquement le search va avoir un meilleur taux de transformation que du display ou de la bannière. Après, il y a aussi une histoire de coût. Donc le search va coûter plus cher que peut coûter une bannière. Donc en fait, si on se pose vraiment la question de l'analyse en coût par conversion, parfois on est sur des équivalents. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça et en général, c'est pas vraiment le cas, mais parfois on peut s'y retrouver à ce niveau-là. Donc je continue sur les trois piliers de la publicité en ligne. Euh, à chaque fois qu'on va lancer une publicité, je pense, il faut se poser donc trois questions. La première, c'est pourquoi on lance cette publicité. Le pourquoi, en fait, ça va définir l'objectif de votre publicité. Donc, à quoi elle sert? Donc, est-ce que vous voulez faire des inscriptions, de la vente, si vous avez un e-commerce? Est-ce que vous voulez que les gens téléchargent un document, s'inscrivent à une newsletter, installent une application, etc. Donc, ça, c'est vraiment l'endroit où vous allez définir l'objectif de votre campagne. Et c'est la première question qu'il faut se poser. Vous allez voir que dans la configuration de votre publicité, c'est la première question qui vous est posée. C'est qu'est-ce que vous voulez faire de cette, enfin, pourquoi vous faites cette publicité? Euh,
La deuxième question, c'est à qui vous voulez la montrer. C'est vraiment la question de l'audience. Qui est-ce que vous targetez? Donc, pourquoi? Qui? Et la dernière, c'est quoi? Donc, finalement, c'est le visuel de votre publicité. Est-ce que vous voulez faire une vidéo? Est-ce que vous voulez faire une image? Est-ce que vous voulez faire du texte? Il y a plein de publicités possibles. Donc, une fois que vous avez répondu à ces trois questions, pourquoi, qui et quoi, je pense que vous avez les éléments pour pouvoir donc décider de votre publicité et vraiment la construire. Mais il faut vraiment se poser ces trois questions et en fait, elles sont extrêmement corrélées. C'est pourquoi je fais cette publicité et à qui je la montre, bah, c'est complètement lié. Et qu'est-ce que je montre, c'est lié à qui et aussi au pourquoi. Donc, il faut se les poser dans cet ordre-là, pourquoi, qui et quoi. Voilà un exemple de visuel du coup que j'avais mis dans les slides. Donc c'est une ancienne publicité. Donc voilà. Maintenant, on va passer sur la partie donc structure des comptes publicitaires. Donc les comptes publicitaires, en fait, ils sont structurés de la manière suivante. Donc, on parlait des ads managers tout à l'heure. Donc, on a un ads manager qui gère une qui marche par plateforme. À l'intérieur de ces ads managers, on peut avoir un ou plusieurs comptes. Donc là, par contre, c'est souvent des décisions stratégiques parce qu'on se pose pas forcément de questions à cet endroit. Donc, est-ce qu'on a, par exemple, plusieurs marchés, plusieurs produits, une organisation interne qui est un peu différente. Donc, du coup, on va avoir un compte par département. Euh, voilà, là, c'est vraiment une question de marché plutôt où on va se poser. Mais à l'intérieur des comptes, par contre, on retrouve les campagnes. Et en fait, les campagnes, c'est l'endroit où on définit généralement l'objectif. Ce qu'on a vu tout à l'heure, le pourquoi. Pourquoi on crée cette campagne? Donc, cette question, elle se pose à cet endroit-là. À l'intérieur des campagnes, on va retrouver ce qu'on appelle les groupes d'annonces, donc ad group ou ad set en fonction de la plateforme. Et au niveau du groupe d'annonces, là, c'est la question du qui. C'est où est-ce qu'on c'est l'endroit où on va définir son audience et aussi les placements. Donc, par exemple, si on est sur Facebook, on peut placer sur Instagram, sur Messenger, sur le feed, sur la story, etc., etc. Si on est sur YouTube, pareil. Donc, c'est à cet endroit-là qu'on se pose cette question-là. Puis à l'intérieur des ad groups, il y a les fameuses ads, donc les publicités, les visuels. Le format et le visuel. Donc à quoi elles ressemblent et est-ce que c'est une vidéo, est-ce que c'est une image, est-ce que c'est du texte, est-ce que c'est un GIF, est-ce que c'est, j'en sais rien, du son, parce qu'on peut aussi faire de la publicité audio, Spotify, SoundCloud, etc. Euh, Là, je vais essayer de faire une aparté qui est assez importante. Là, on a vu à peu près les questions qu'il fallait se poser avant de lancer une publicité et comment étaient composés les ads managers. Il y a un truc qui est très important et une partie qui est souvent technique et qui rebute un petit peu. C'est ce qu'on appelle les tags et les pixels. Donc, en fait, c'est le tracking qu'on va avoir sur son site. Donc, on a besoin pour mesurer la performance de ces publicités un tag, un pixel par plateforme, euh, parce que c'est ce qui va nous permettre en fait du coup de mesurer, donc du coup pouvoir piloter ces campagnes et savoir si elles marchent pas. Ça va nous permettre aussi de créer des audiences, qu'on verra tout à l'heure. Euh, mais c'est extrêmement important de faire ce travail-là. Alors c'est un travail qui est plutôt simplifié. Aujourd'hui, on peut utiliser donc ce qu'on appelle des tag management systems. Donc, vous avez peut-être entendu parler de Google Tag Manager ou de Segment, Adobe. Enfin, il y en a beaucoup. Google Tag Manager étant gratuit, vous pouvez essayer. C'est peut-être un petit peu technique, mais là il va falloir le faire si vous voulez mesurer vos performances. Hop, je passe sur les questions rapidement. Quel outil pour analyser la sociologie de l'audience? C'est une bonne question. Je pense que plutôt qu'analyser la sociologie de l'audience, c'est plutôt un travail de persona marketing qui est à faire pour l'entreprise. Quand tu lances un produit ou un service, il y a une vraie question que tu dois te poser, c'est à qui, enfin, qu'est-ce que je veux adresser? Et une fois que tu as trouvé cette réponse-là, tu iras voir si ces audiences existent. Et en fait, tu construis un peu un persona. Donc, si tu vas t'adresser à un- des professeurs, par exemple, j'en sais rien, des professeurs à Paris, tu vas essayer de chercher des gens qui s'intéressent du coup à, je sais pas, si c'est des professeurs d'histoire à l'histoire, aux mathématiques, qui travaillent dans des écoles, qui like le ministère de l'Éducation sur LinkedIn ou des choses comme ça, et ça va te permettre de construire une audience. Euh, donc j'ai répondu tout à l'heure à Andrea. Faut-il forcément faire appel à une agence? Non, pas forcément. Alors je sais pas s'il y a des copains d'agence
sur le chat qui vont dire si. Alors, vous pouvez vous faire accompagner par une agence si vous n'avez pas l'expertise. C'est vrai que c'est toujours intéressant. Après, c'est vrai que les agences ont tendance à avoir un prix un petit peu barrière à l'entrée. Donc, moi, je vous conseillerais, si vous en avez jamais fait, de commencer par bidouiller. Et puis, si vous arrivez à un certain niveau où vous sentez que vous n'y arrivez plus, n'hésitez pas à vous faire accompagner ou encore mieux, si vous pouvez embaucher. Comment choisir son médium? Donc médium, j'imagine que tu parles du canal ou de la créa, je suis pas sûr, mais là, c'est encore une fois, je te rapporte à la question du qui. Donc, qu'est-ce que tu veux montrer à quoi? Tu tu feras pas une publicité sur Twitch ou sur TikTok si tu veux toucher des seniors et leur vendre, par exemple, un outil de visioconférence pour leurs petits-enfants, pour discuter avec leurs petits-enfants. Euh, Par contre, tu pourras les atteindre sur d'autres canaux où ils sont présents. Comment faire si on a peur de couler son bud, son budget? Je voulais dire une différence entre Spotify, Facebook, YouTube. Bah, du coup, pareil, hein, Spotify, Facebook, YouTube, ça sera en fonction de ton audience. Et comment faire si on a peur de couler son budget? Ça, c'est un petit peu le problème de quand on commence à lancer des publicités. C'est qu'on a souvent peur de couler son budget, mais en réalité, faut un peu faire le deuil de ce budget-là. Alors, c'est vrai qu'on aura un impact, mais quand on commence, c'est un peu comme au casino. Donc, on dit on va jouer, mais on faut pas penser à récupérer son argent tout de suite parce qu'on va forcément un peu se casser les dents à l'entrée. Donc, mettez pas tout votre budget dans la publicité dès le début. Euh, et surveillez si vous avez peur que ce soit coulé. Surveillez, mais il faut quand même donner de la liberté aux algorithmes pour qu'ils puissent travailler. Donc, surveillez, mais soyez pas trop sévère. Donc, on va passer sur les KPIs donc, rapidement. Grosso modo, il y a 4 grands piliers donc pour quand on fait ce qu'on appelle de la performance, donc vraiment de la conversion. Il y a 4 grandes KPI qui permettent d'en découler donc énormément derrière. La première, c'est les impressions, donc c'est le nombre de fois où une publicité apparaît sur un écran. Alors ces impressions, elles sont normées par ce qu'on appelle l'IAB, l'International Ads Bureau, en fonction du temps d'impression et du pourcentage de vue de ce qu'on voit du coup. Le nombre de clics sur cette pub, le coût, donc combien ça nous a coûté, et les conversions. Et de là, en fait, on va avoir pléthore de KPI. Donc ici, par exemple, le click-through rate, donc le CTR. Le CTR, c'est une KPI qui permet de juger l'attractivité de ta publicité parce que c'est un ratio entre le nombre de clics et le nombre d'impressions. Donc vraiment, est-ce que la publicité marche? Alors, tu juges à la fois la publicité et l'audience parce que du coup, tu veux voir s'il y a une interaction et finalement si la publicité plaît. Donc, c'est une des premières KPI qu'on va regarder. Ensuite, on a le conversion rate, donc vraiment le taux de conversion, qui là prend l'ensemble du nombre de clics par le nombre de conversions. Donc là, tu vas te retrouver beaucoup plus à l'intérieur de ton site, ton app ou ton parcours. Ensuite, on a le CAC, donc celui-là, il est assez particulier parce qu'il n'est pas pour tout le monde. Hein. Sur les e-commerçants, on va pas avoir ce genre de KPI là, mais c'est de coût d'acquisition par client. C'est combien te coûte un client à chaque fois. Une autre KPI très importante est à suivre parce qu'on a un système de bidding. Hein, on achète de la publicité, mais les prix peuvent s'envoler. Et des fois, c'est même pas de notre faute. Oui, j'en ai pas parlé, mais le système d'achat simplifié un peu de la publicité, c'est des enchères. Donc, en gros, quand une audience est achetée un maximum, bah, elle coûte plus cher. Donc, typiquement, si on est à l'approche de Noël, les parents, donc les audiences composées de parents vont coûter beaucoup plus cher parce que beaucoup d'annonceurs vont essayer de leur pousser de la publicité. Donc, c'est vraiment une offre et une demande qui fait varier ce prix-là et le cost per click permet, entre autres, de le suivre. Après, il y en a beaucoup des KPIs. Donc, du coup par lead, de la coût par vue, coût par 1000, donc 1000 impressions. Du coup, par action, donc les actions, c'est pas forcément des actions, c'est des événements qui se passent côté utilisateur, donc qui sont pas forcément un événement de conversion, donc qui sont entre les deux. Le ROI, Return on Investment, ROAS, donc c'est l'équivalent d'un ROI au niveau d'une publicité. Et une autre qu'on calcule qui est assez intéressante, c'est le l'ARPU, donc l'Average Revenue Per User, qu'on essaye de corréler aux publicités. Donc maintenant, on va parler des audiences. Donc les audiences, j'ai essayé de les catégoriser en 3 types d'audiences qui sont un peu celles de Facebook principalement. Donc on a ce qu'on appelle les saved, les custom et les lookalike. Donc les saved, c'est les audiences qui appartiennent directement à la plateforme, donc vous retrouvez sur les différentes plateformes.
préconstruites par les plateformes, basées sur leur data point à eux, sur laquelle vous n'avez pas de vue. En général, elles marchent moins bien que les autres, mais elles sont vachement intéressantes parce que vous pouvez retrouver des audiences qui correspondent à votre cible. Je sais pas, des gens dont l'anniversaire se rapproche, des gens qui ont ce prénom-là, des gens qui ont je sais pas quoi. Ensuite, il y a les customs. Les customs, c'est les audiences qui proviennent de votre pixel, donc du pixel dont on parlait tout à l'heure. Donc, ça va être des audiences de retargeting, par exemple, mais ça peut être des audiences clients, des audiences de gens qui ont fait un certain événement sur votre site, etc. Donc là, par contre, cette audience vous appartient. Donc, vous avez plus de compréhension de ce qui s'y passe, plus vous pouvez mieux manœuvrer. C'est là où on va retrouver le retargeting, le fameux, les gens qui viennent sur votre site et qui revoient une publicité derrière. Et en dernier, et dans les customs, vous pouvez aussi importer des bases clients si jamais vous voulez retargeter des clients. Et en dernier, il y a ce qu'on appelle les lookalike ou les audiences similaires. Donc là, c'est un peu un partenariat entre vos audiences à vous et celles de la plateforme. Donc si on prend le cas de Facebook ou autre, vous allez pouvoir, et on va le voir après, créer des audiences similaires à une première audience basée sur la connaissance de la plateforme. Donc, par exemple, moi, je prends 1000 personnes qui sont clientes chez Conto, je les montre à Facebook, je dis, voilà, ça, c'est les 1000 personnes qui sont clientes chez nous. Est-ce que vous pouvez me retrouver 1000 personnes extrêmement similaires à ce groupement-là? Et ils vont me trouver 1000 personnes extrêmement similaires à ce groupement-là. Donc, du coup, voilà, hein, ça, c'est des exemples donc, de saved audience. Donc, on peut retrouver ici, je sais pas, des gens qui sont admins de pages Facebook ou qui sont propriétaires de petits commerces. À droite, c'est l'écran de Google, donc les gens intéressés par les business finance services, par les logiciels d'entreprise ou par les paiements et les services marchands, etc. Donc, il y a pléthore de possibilités. Ici, c'est les custom audience. Donc, là, c'est un écran de Facebook, mais vous pouvez retrouver ça sur les autres plateformes où on peut avoir donc, du retargeting avec le website traffic, de l'import de CSV ou de base, donc avec un customer file. Ça peut être vos clients, mais ça peut être aussi parfois des bases qui sont scrappées, des bases que vous achetez ou des choses comme ça. Puis à l'intérieur, on trouve aussi ce qu'on appelle les engaged audience, donc les gens qui ont des interactions si vous avez une page sur les réseaux sociaux ou une application ou des choses comme ça. Puis, les fameuses lookalikes. Donc, les lookalikes, c'est, comme je disais tout à l'heure, une reproduction le plus proche possible d'une audience donnée, donc une custom audience. Donc voilà, ça, c'est assez puissant et je vous conseille de les utiliser au plus possible. Après, il faut une certaine taille d'audience de base pour avoir une lookalike qui fait sens. Donc, il me reste 2 minutes. Je vais essayer de vous parler d'attribution. L'attribution, c'est un point qui est assez intéressant. Donc, il faut savoir que là, on a parlé de publicité et de funnel. Donc, avant de faire convertir un utilisateur, généralement, on va avoir plusieurs touch points avec lui. Donc, il va être exposé plusieurs fois à la marque. Donc, ici, par exemple, on a le parcours d'un utilisateur qui serait passé par Facebook, puis ensuite, donc du direct. Direct, c'est quand on tape directement l'URL sur son navigateur. Puis, il est exposé à un tweet, ensuite organique, donc c'est du SEO. Puis finalement, par une publicité Google, il finira par convertir, ou par de l'organique encore. Bref, il a été touché 1, 2, 3, 4, 5 fois, même 6 fois, pardon. À chaque fois, le niveau d'intention est tombé. Et en fait, on se pose la question de à qui on attribue finalement cette conversion. Est-ce qu'on attribue à Facebook, au direct, à Twitter ou que sais-je. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'attribution. Comment on fait pour ça? Alors, pour faire un comparatif, euh, pour essayer de mieux comprendre ce sujet, je ne sais pas si vous vous souvenez, à une époque, on allait dans des bars et parfois, on buvait un petit peu, on buvait un petit peu, ou on mangeait et le lendemain, on n'était pas forcément très bien. Et souvent, on se posait la question de qu'est-ce qui m'est arrivé, mais qu'est-ce que j'ai bu pour être aussi mal ce matin. Donc, on fait le rappel. Donc, ici, par exemple, c'est donc la personne a bu un demi, puis 2 pintes, un spritz, ça a fini sur un shot. Et elle se dit, mais en fait, c'est à cause de quel verre finalement que je suis le plus malade. J'ai le plus la gueule de bois. La plupart des gens vont dire c'est à cause du dernier shot. Si je n'avais pas pris le dernier shot, ça irait très très bien. J'aurais jamais dû le prendre. C'était une erreur. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe en attribution. Et c'est le modèle le plus répandu. C'est ce qu'on appelle du last click ou de la last interaction. C'est tout attribué au dernier canal, donc au dernier verre. Puis il y a l'autre école qui va dire ouais, mais si j'avais pas commencé, j'aurais pas continué. Donc c'est vraiment le premier
C'est la faute du premier. Si j'avais juste pas pris cette bière-là, j'aurais pas été si mal. Donc c'est le deuxième modèle le plus connu et ça s'appelle le first click. Ensuite, il y en a qui vont être plutôt simples. Ils vont dire en fait c'est la faute de tous les verges, mais pareil partout, c'est la faute de tout le monde et je l'attribue à tout le monde. Et c'est ce qu'on appelle un modèle linéaire. Ensuite, il y a des gens qui vont dire plus le temps a avancé et en fait plus c'est la faute des vers qui arrivent. Donc au début c'était pas trop, puis on avance. Donc c'est le time decay. Et en fait, il existe plein de modèles déjà existants. Puis ensuite, il y a ceux qui sont extrêmement scientifiques et qui savent en fonction du moment où ils ont pris le verre et de la quantité d'alcool qu'il y a dedans, ce que ça a fait sur leur corps. Et eux, ils ont un modèle carrément customisé pour eux qui leur permet d'attribuer encore mieux les canons. Donc voilà, c'est un peu une métaphore de l'attribution qui, j'espère, permet de mieux comprendre. Alors, on dépasse un petit peu le temps, donc il me reste juste une petite partie sur les nouvelles tendances. Ce qu'il faut savoir, c'est que la publicité en ligne a tendance à se démocratiser. Donc ça, c'est un screen qui date de 2010. C'était à l'époque où moi, j'ai lancé la première campagne Google. Ça fait 11 ans. Euh, et, et ça ressemblait à ça, la plateforme. Donc, du coup, c'était juste illisible, incompréhensible. Et en fait, on ne savait pas ce qu'on faisait. Il fallait lire des tonnes pour comprendre. Aujourd'hui, en fait, cette barrière, on va dire, expertise à l'entrée a complètement sauté. Et lancer une publicité n'a jamais été aussi facile. C'est extrêmement simple. Il y a beaucoup d'outils qui sont développés du coup par les plateformes pour automatiser ça. Donc là, quelques exemples par exemple de l'optimisation de visuel, donc avec la RSA ou la RDA, qui sont en fait, donc la RSA, c'est du search, c'est textuel, ça permet de juste mettre des mots, en gros des phrases qui décrivent votre business à l'intérieur de cette publicité. Ça va venir arranger en fonction de la requête de l'utilisateur et des meilleures performances votre publicité. Donc voilà, vous mettez Conto, l'année aux banques pour les pros à partir de 9 euros par mois. Euh, Pas de frais cachés, un service client ultra réactif 7 jours sur 7, etc. Puis ça va venir les mettre dans le bon ordre pour chacun des utilisateurs. La RDA, donc Responsive Display Ads, qui est la DCA, donc Dynamic Creative Ads, qui est l'équivalent chez Facebook. Et là, par contre, on met donc du coup plein d'images et donc c'est du display, donc plein d'images, plein de textes aussi, mais beaucoup d'images. Et en fait, ça va venir assembler des images de manière automatique pour créer la publicité la plus performante possible via l'algorithme. Puis ensuite, il y a donc la visuelle, il y a aussi la stratégie qui s'optimise. Donc en fait, on a des stratégies de ciblage ou des stratégies de création de publicité qui sont assez incroyables. Donc ici, l'exemple des DSA ou des Dynamic Ad Group qui sont chez Google et maintenant chez Bing, qui vont juste screener l'ensemble de votre site et en créer des publicités automatiques sur du search. Exactement la même chose côté display avec le smart display ou par exemple sur de l'achat, sur le smart display, pareil, vous avez rien à faire, juste à mettre un URL et dire faites-moi des publicités, faites-moi mon ciblage, voici mon budget et faites au mieux. Et ils font au mieux et c'est assez impressionnant. Euh, Chez Facebook, il y a aussi les CBO, donc Campaign Budget Optimization, qui sont maintenant généralisés. Maintenant, le budget publicitaire est géré au niveau des campagnes. Donc, en fait, c'est l'algorithme qui va décider en fonction de la performance où est-ce qu'il va allouer votre budget à l'intérieur d'une campagne. Donc, vous lui donnez un budget global et c'est lui qui achète en fonction de la performance. Et il y a même des gens qui se posent des questions sur la pertinence du ciblage. Donc, en fait, aujourd'hui, les algorithmes sont assez puissants pour s'occuper du ciblage à votre place. Euh, Par exemple, sur certains acteurs du gaming mobile, donc des jeux sur téléphone, euh, chez Facebook, ils se contentent juste de faire une campagne avec un ciblage France et ils mettent un maximum de publicité à l'intérieur. En fait, ils laissent l'algorithme tourner et montrer la publicité à, euh, à qui veut. Donc c'est assez fou et ça optimise tout seul et il paraît que ça marche très très bien. Donc voilà. Pour aller plus loin et pour se former, qui était la question de Emma tout à l'heure, il y a des certifications qui existent. Donc chez Facebook, il y en a plusieurs, chez Google aussi, chez Bing aussi. En fait, chez quasiment tous les acteurs, vous avez des formations qui sont gratuites, qui sont accessibles pour des gens qui ne sont pas forcément experts. Je pense à par exemple Facebook Certified Digital Marketing Associate, qui est un niveau étudiant, euh, sur lesquels vous allez beaucoup apprendre parce qu'il y a de la documentation pour apprendre, puis ensuite il y a un examen en ligne.
Et en plus de ça, il y a une vraie valeur sur le marché en fait à avoir ces certifications-là, parce que si jamais vous voulez vous spécialiser dans ce métier-là, c'est des choses qui sont regardées par les recruteurs. Si vous les avez, en fait, c'est un gage vraiment de connaissances. Donc, je vous y invite, faites-les, elles sont en ligne et, euh, et voilà. J'ai une conclusion qui est importante parce qu'on a parlé de faire de la publicité. Et faire de la publicité, ça a très 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 longtemps eu une mauvaise image et à raison parce que les publicitaires ont fait n'importe quoi pendant très longtemps. Et donc du coup, si jamais vous vous lancez là-dedans, je veux juste vous dire que la chose la plus importante, ça reste de donner donc le bon message à la bonne personne au bon moment. Vous êtes des entremetteurs, vous allez chercher en fait quelqu'un qui a un besoin et lui montrer en fait juste une proposition de solution à son besoin. Et en fait, si vous arrivez à faire ça, sans embêter la personne, sans être spammer, vous allez réussir à faire une publicité qui fonctionne parce qu'en fait, la personne a un besoin, vous lui montrez une solution et finalement, elle va juste aller vers vous. Par contre, si vous spammez un maximum de personnes, vous aurez des résultats moins bons et en plus, vous perdez de l'argent et vous dégradez votre image. Donc, c'est peut-être le truc le plus important, je pense, dans la publicité. Donc voilà, merci beaucoup. Je passe à la partie questions. Sur l'onglet questions, j'ai Youssef qui me demande combien coûte un clic environ. Alors, c'est une question qui est très compliquée à répondre. En général, quand on parle de coût par clic, on parle plutôt en CPM, donc en milliers de clics. Et en fait, en fonction de la plateforme et de l'endroit, ce CPM varie de peut-être 1 euro si c'est dans des emplacements qui sont pas chers, sur des audiences qui sont peu qualitatives, ou même moins, à 30, 40 euros ou 50 euros ou même beaucoup plus en fonction en fait de la qualité. Donc c'est vraiment la qualité de la publicité ou du moins les emplacements plus ou moins premium qui vont définir ce prix-là. Ensuite, il y a la question de Andrea, comment Facebook peut analyser vos rendements à votre place alors qu'ils n'ont pas accès à vos tags? Alors, quand on parlait de tag tout à l'heure, quand on implémente un tag sur un site, en réalité, c'est ce qu'on appelle un cookie, donc, qui est third party, donc qui appartient à un tiers. Quand vous implémentez donc un tag, un pixel Facebook par exemple, c'est un bout de code qui appartient à Facebook et qui permet un petit peu à Facebook d'observer ce qui se passe sur votre site. Donc en réalité, c'est vous qui n'êtes pas maître de votre propre donnée. C'est un petit peu compliqué à comprendre, mais en gros, c'est un petit peu comme si vous aviez une boutique et Facebook posait une caméra chez vous. Et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui arrivait de Facebook, il dit ah, il vient de chez moi, tac, il a fait une transaction, il s'en va. Et je sais que c'était cette personne. Donc en fait, les tags appartiennent aux plateformes. Là où c'est plus compliqué, c'est de les mettre en face avec nos propres analyses. Bonjour, quel budget minimum investir dans sa première publicité de Victoria? Alors, alors ça dépend de vos possibilités. Moi, ce que je conseille, c'est de pas faire trop petit. Donc éviter de faire une campagne à moins de 100 euros. Parce que vous risquez d'être déçu. En fait, on n'arrive pas à avoir un échantillon représentatif de ce qui marche ou ce qui marche pas. Euh, Après, il y a aussi un point qui est souvent chez les jeunes entrepreneurs ou les premiers, on va dire les primo publicitaires, c'est qu'on a tendance à couper dès qu'on voit qu'on a dépensé son budget, que ça n'a pas marché. Faut se dire que quand on fait un test, il va falloir itérer dessus. Donc potentiellement, si vous avez 100 euros à mettre, pensez que derrière, si vous vous ratez, il va falloir peut-être 5 ou 6 campagnes encore pour trouver en fait votre rythme. Donc pensez à toujours avoir ce, ce deuxième, troisième ou quatrième budget pour d'autres campagnes. Mais ouais, il y a quand même un peu d'argent à investir. Après, il y a des plateformes qui coûtent moins cher. Donc, moi, ce que je vous conseillerais, c'est bon, alors d'abord faire du search si vous pouvez. Donc, si par exemple votre proposition de valeur est exprimable facilement et les clients sont conscients. Donc, je ne sais pas si vous êtes fournisseur d'électricité, donc c'est quelque chose que tout le monde connaît. On change de fournisseur d'électricité, il va y avoir des requêtes. Si par contre vous êtes un business qui est complètement novateur et que les gens ne connaissent pas, je vous conseillerais d'aller faire plutôt du Facebook Ads, où vous avez peut-être la plateforme la plus généraliste avec le plus d'audience. Donc voilà. Qu'est-ce que le storytelling et à quoi ça sert? Alors le storytelling pour les boîtes, c'est le fait de se créer une histoire alors, autour de son produit, autour de sa personne, autour de plein de choses. Et à quoi ça sert? Ça sert souvent à rassurer et donner du contexte et souvent aussi de la légitimité dans ce qu'on fait. Donc, je sais pas. Alors, le storytelling, ça peut être vu positivement et négativement.
Mais c'est juste le fait de raconter son histoire au final qui permet en fait de justifier. Par exemple, chez Conto, nous, on le dit souvent, c'est du storytelling, mais en fait, c'est une réalité aussi que Alexandre et Steve, donc les fondateurs de Conto, sont des entrepreneurs frustrés. Ils avaient une première boîte avant euh, et ils étaient frustrés par rapport à leur service bancaire. Et c'est pour ça qu'ils ont créé Conto. Donc c'est complètement vrai. Et en fait, ça permet de donner enfin, donner confiance aux gens en fait dans cette problématique-là, c'est-à-dire que nous sommes des entrepreneurs, nous comprenons ce qui s'est passé, ce qui se passe avec les banques, et c'est pour ça qu'on veut résoudre ce problème. Ça donne de la légitimité. Je pense que la légitimité c'est extrêmement important quand on vend un service comme celui de Conto. Alors, je regarde maintenant la partie chat. Mon activité est la promotion immobilière et les opérations de marchand de biens. Est-ce que Conto a commencé à mettre en place des financements pour certains de ses clients? Alors là, c'est une question qui est plus liée à Conto. Il me semble que pour l'instant, on n'a pas encore de mise en place de financement, mais je sais que c'est des choses sur lesquelles on travaille. Le taux de transformation sont-ils différents en fonction des ads managers? Donc, j'ai répondu à la question tout à l'heure. Bah écoutez, si vous n'avez pas de questions en plus, je vous remercie d'avoir assisté. Donc très cool, vous allez recevoir le replay. Donc voilà, merci à tous.